Eh bien salut à tous, c'est Nical et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver même pour une nouvelle série de vidéos. Donc suite à ce confinement, je vais vous évoquer un peu par la suite ce que j'ai fait, mais j'ai bossé un peu sur une petite infra que j'ai designée. Et on verra pourquoi du coup il y a cette vidéo qui arrive, donc c'est assez rigolo. Je tenais quand même à dire que je remercie toutes les personnes qui avaient envoyé des messages de soutien et compagnie pour le confinement, donc c'est super cool, c'est rigolo. Et voilà, donc on va attaquer. Aujourd'hui on va se retrouver pour une série de vidéos qui consiste à créer donc un home lab orienté sécu. C'est mieux pour nous, on préfère, tout simplement parce que ça va être un peu ça va être sympa. On va le designer de base pour exécuter des choses un peu particulières dedans, faire des tests, poker plein de trucs, tester des solutions et surtout la plupart du temps désassembler des malwares, exécuter des malwares. Donc on aura une partie vraiment qu'on voit à gauche là qui sera la malware zone qui nous permettra de faire tout ça. On reviendra bien évidemment en détail dessus par la suite. Pour commencer, ce que je vais faire c'est qu'on va évoquer un peu pourquoi on va faire cette série de vidéos. Alors il m'est arrivé un sale truc, donc j'ai fait toute mon infra. J'avais presque fini, enfin on n'a pas réellement fini notre infra, hein. Évidemment quand on bosse sur une infra on est tout le temps en train de l'améliorer, donc j'étais en train de bosser sur mon infra et j'étais très content, j'arrivais vraiment à des résultats très sympathiques pour la fin. Évidemment le disque dur a cramé, donc évidemment j'ai fait des backups, pas du tout. Alors j'ai eu des permission denied de backup sur mon NAS parce que j'avais modifié des perms pour faire un espèce de Netflix at home pendant le confinement. Génial ma vie. Du coup j'avais littéralement de me foutre en l'air. Mais voilà, et du coup je me suis dit pourquoi pas tout remonter ensemble le temps que je reçoive les pièces. Donc la pièce manquante du coup ça a été un SSD NVMe. Je me suis fait un petit plaisir, j'ai pris un NVMe, je sais pas si c'est réellement utile. On verra bien si ça booste un peu les perfs. Mais bon, un SSD classique suffira, on en reparlera aussi. Et allez, on est parti. Donc pour commencer, on va parler des caractéristiques techniques de mon serveur. D'accord, on va discuter un peu de tout ça. Donc c'est un home lab. Donc qu'est-ce que c'est exactement pour ceux qui connaissent pas et compagnie. Donc ça va être un serveur qui va nous permettre de virtualiser plusieurs serveurs. Donc on va avoir plein de petits serveurs virtualisés, donc des virtual machines. Donc ça on en reparlera aussi sur le schéma, mais vous voyez, chaque petit serveur ici, c'est une virtual machine. Même mon firewall qui est ici, c'est une virtual machine. Donc on va faire plein de petites VM et on va avec toutes ces VM là construire une infrastructure afin de s'amuser un peu. Donc pour les caractéristiques techniques, donc j'ai pris un Global 200. Donc j'ai pris le modèle vide, donc c'est un NUC. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est des tout petits PC, donc vraiment tout petits. Alors pourquoi? Parce que je cherchais en fait une config très silencieuse et qui consomme très peu et aussi qui chauffe pas trop. Donc il fallait que je trouve un petit compromis de tout ça. Donc évidemment c'est pas donné parce que plus on essaie d'avoir quelque chose de petit et puissant, c'est compliqué d'avoir des rapports qualité-prix corrects. J'ai eu un peu de chance, je suis tombé là-dessus. Je l'ai acheté pendant Black Friday, on en reviendra sur les prix aussi. Mais c'était pas trop dégueulasse. Voilà. Donc c'est le Global 200. Donc j'ai pris le modèle complètement vide. Donc il n'y a pas de RAM, pas de disque, parce que sinon c'est plus cher. Ils vendent des espèces de disques en plus poubelle chinois. Et j'ai rien contre les chinois, hein, mais c'est des disques poubelles de marque no name. Et aussi de la RAM poubelle, donc ça m'intéressait pas beaucoup. Donc pour les caractéristiques, c'est vendu donc en fait un petit serveur avec le ventirad, la carte mère et le CPU intégré. Donc c'est un i7 8850 et les sockets pour la RAM, mais ça s'appelle pas les sockets, je sais pas, les barrettes pour la RAM c'est de la DDR4. Donc c'était plutôt cool et c'est tout petit. Donc vu que c'est tout petit, c'est de la SODIMM, voilà. Donc ça m'a coûté 358 € et ça consomme 45 watts uniquement le Global 200, donc le modèle vide. Donc CPU, carte mère, ventirad et c'est tout. Donc ça consomme 45 watts, donc c'est pas beaucoup du tout hein, par rapport à des PC classiques. Pour des alimentations de bureau ou des serveurs normaux, c'est que dalle, hein, c'est rien du tout. Donc c'était aussi un point que je voulais pas oublier, c'était la consommation. Le CPU c'est quand même un 6 core, donc 12 threads, cadencé à 2.60 GHz je crois, ou 2.65, je me souviens plus, dans ces eaux là, donc c'est pas non plus monstrueux, mais c'est vraiment pas dégueulasse pour notre utilisation, c'est vraiment très pratique.
Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, bah évidemment, donc la SODIMM, donc la RAM, j'ai pris 32 Go, ça m'a coûté 112 euros. Donc en SODIMM, donc vous savez, c'est de la RAM d'ordinateur portable. Vu que c'est tout petit, bah c'est tout simplement de la RAM d'ordinateur portable. Donc voilà. 112 euros aussi avec. Donc le SSD, donc maintenant c'est un Tera en NVMe, donc 139 euros, donc ça coûte cher, parce que c'est du NVMe, mais bon, un simple SSD classique suffira largement, vraiment, ou un disque, un M2, mais bon, j'ai pas envie de prendre un hard drive M2, c'est vraiment poubelle, je trouve, pour faire des VM et tout, je sais pas, j'étais pas trop fan, du coup, voilà, et puis c'est celui qui a cramé, donc c'est un SSD qui a cramé, c'est assez rare, j'ai un peu pleuré, mais bon, je suis parti sur du NVMe, sur ce coup-là, c'est plus petit. Vous savez, c'est le petit format M2. De toute façon, évidemment, à chaque fois, je pense que oui. Au montage, je mettrai des images à chaque fois. Ça m'a coûté 139 euros, ouais. Et la carte réseau, que j'ai oublié de dire aussi. Donc, la carte network, c'est pour de l'USB-C. Vous savez, vu qu'on va avoir en fait le réalité de notre serveur, il va jouer, il va héberger plein de VM. Vous les voyez ici. C'est tout ça, ça va être dans notre serveur en fait. Hein. À partir d'ici, là, à partir du firewall, même le firewall, il va être dans notre serveur. Tout ça, c'est dans notre serveur. Et évidemment, là, vous voyez, il y a mon PC fixe, d'accord. Donc mon PC fixe, il faudra bien que je le branche dans le serveur. En fait, je vais le brancher sur un petit, j'aurais pu le montrer aussi, je l'ai oublié, mais sur comment des VLAN. Donc on aura un espèce de commande de commutateur, donc putain j'ai oublié le switch, putain à l'aide je suis fatigué, un switch, d'accord, avec des VLAN dessus, donc la safe zone elle aura un VLAN ID, donc le 100 peut-être, et la malware zone par exemple le 1000, voilà, pour bien séparer les zones. Si vous y connaissez pas trop en VLAN, déjà c'est une erreur de ma part de ne pas avoir marqué le VLAN ID, de 1, et de 2, on va essayer de détailler, hein. Le but c'est vraiment de monter quelque chose, ça va être une grosse série, hein, donc ça va prendre du temps je pense, hein. On verra bien si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à me dire s'il y a des retours bons ou mauvais, hein, sur la série, je prends. Et donc ouais, j'en étais à la safe zone. Donc voilà, ça va vraiment être deux VLAN distincts. Et donc tout ça, ça va être dans notre serveur. Le fait que ça soit dans notre serveur, ça va nous permettre d'avoir deux entrées en fait, réseau. Vous voyez peut-être pas ce que je veux dire, mais en réalité, mon PC là, il faut bien qu'il rentre dans le serveur et que mon serveur, en fait, il ait une sortie en fait. Pour qu'on puisse, que je puisse mapper par exemple le firewall sur la sortie et par exemple mapper l'entrée sur par exemple le switch. Typiquement, l'infra actuelle que j'ai, c'est celle-là, hein. Je suis sur un petit laptop ou mon PC fixe. Je suis directement connecté à mon switch, enfin comme à mon routeur. Évidemment, le routeur qui est là, il a un switch, hein. C'est une Freebox comme tout le monde, une Livebox, je vais dire une Orangebox. Toutes ce Bouygues Télécom et compagnie, donc toutes ces box là, vous voyez bien, il y a 4 ports ou 5 ports dédiés pour les VLAN, et on va se connecter dessus, donc c'est un switch, voilà, classique. Je pense pas qu'ils sont configurables, peut-être pour les nouvelles box maintenant, peut-être qu'on peut les configurer et tout, mais bon, ça c'est autre chose. Donc le routeur que vous avez là, vous branchez en ADSL dessus, de l'autre côté, pardon, pour internet, et vous venez vous brancher en Ethernet, d'accord. Donc il a une entrée et une sortie. Le problème c'est que je vais pas pouvoir mapper directement mon firewall avec de la DSL, c'est pas trop possible. Enfin, je pense qu'il existe des alternatives, mais c'est un peu what the fuck. Ce que nous on va faire, c'est qu'en fait on va passer le firewall derrière ce routeur, d'accord. Donc ça veut dire que derrière ma box, j'aurai toute mon infra. Donc contrairement à avant où mon PC pouvait sortir en direct, d'accord. Et maintenant il pourra plus sortir en direct. Donc qu'est-ce que j'appelle sortir en direct, c'est il contacte directement mon routeur et mon routeur va sur internet. Il n'y a aucun filtrage, je peux sortir sur n'importe quoi. Désormais ici, vous voyez mon PC il sera par ici. Donc il faudrait qu'il passe d'abord par mon switch. Bon ça n'a pas d'impact, on s'en fout, ça veut dire que c'est directement connecté. Mais il devra forcément passer par mon firewall. S'il veut aller dans la malware zone par exemple, ou s'il veut aller sur internet. Il sera obligé de passer par cet équipement qui va contrôler les flux. Je vais dire, tu ouvres, tu fermes, et j'autoriserai les flux à rentrer ou à sortir. Voilà. Est-ce que c'est réellement utile? Ça peut être une question pour vous. Moi, la plupart des viewers qui vont regarder, ils sont derrière une box classique et pourtant ils n'ont pas de soucis. Ah oui, c'est pas non plus dérangeant, hein. J'ai pas eu de firewall pendant de nombreuses années, ça m'a pas paru invivable. Cependant, c'est vrai que si on exécute, il peut y avoir des malwares de skid, des choses comme ça, qui sortent sur des ports un peu farfelus ou exotiques. Par exemple sur des ports, je sais pas moi, 80-80 ou 80-90, 1337. J'ai déjà vu ça en réponse sur incident. Le gars avait codé un malware avec le port 1337 en sortie. Ne faites pas ça chez vous, quoi. Ne faites pas ça chez vous. C'est visible. Et voilà, donc ça sera surtout pour ça.
Et surtout, en fait, on n'en parle pas assez, mais en fait, en protégeant ça, je vais pas protéger trop mon PC physique, parce que, enfin, normalement, on fait de la sécu, on va éviter de cliquer sur n'importe quoi, même s'il peut y avoir tout simplement un collègue qui peut envoyer un PDF vérolé ou des choses, une 0D, qu'on connaît pas, on n'est pas à l'abri de ça, une 0D navigateur, on est en train de traîner sur des trucs un peu particuliers. On est la cible, bon bah on peut voler quoi. Bon ça mais je pense pas que ça me soit. Enfin, après on le voit pas quand ça arrive, mais je pense pas que ça soit très commun pour nous. Je pense que c'est plus des acteurs qui vont viser des grosses entreprises ou des choses comme ça, hein. Je sais pas si nous on est vraiment les cibles. Je pense pas. Mais par contre, ces outils-là, par exemple, l'Acadie on s'en fout. Mais je veux dire, vous voyez, dans ma zone, là j'aurai des serveurs virtualisés, dont une base de données, .200 là, ELK Database, qui lui va être sur un NAS. Donc lui va comporter énormément de données. Alors, à 445, je vais me connecter en CIFS, d'accord? Donc ce sera un char classique Windows, et je pourrais déposer mes photos, mes fichiers, tout ça, donc tout un NAS quoi, toute la donnée, vraiment un NAS, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un espace de stockage dédié à ça, réseau. Donc je pourrais vraiment stocker toutes mes données personnelles, tout ça, enfin tout ce qui m'appartient. Donc là on n'a pas envie que quelqu'un puisse exfiltrer de la donnée par exemple, hein, il compromet facilement le poste, donc on pourra grâce au firewall dire par exemple bah, ce poste là n'a pas accès à internet, dire que tous les flux qui viennent d'ici sont deny totalement d'internet, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a un firewall, il va vraiment protéger toute la safe zone là qui est là pour éviter que ces machines puissent contacter internet facilement. Il n'y aura que mon PC fixe qui aura le droit, donc bon évidemment si l'attaquant commence, il y a toujours des scénarios un peu farfelus, mais je veux pas qu'on les voie tout de suite, hein. Mais oui, on pourra quand même exfiltrer de la donnée même si ce serveur là n'a pas accès à internet. Vous vous souvenez de la dernière vidéo sur le SSH tunneling, on pourrait très bien faire un SSH tunneling sur le serveur qui a accès à internet et sortir par là et compagnie. Mais à chaque fois je veux pas que ça soit trop flou pour commencer, ça serait un peu terrible de perdre tout le monde dès le début. Voilà. Donc ça c'est un peu pour... Alors je voulais juste parler 2 petites minutes du schéma, puis je me suis un peu emporté comme d'habitude, parce que je voulais parler de quelque chose d'autre avant, ce sont les hyperviseurs. Donc on va parler hyperviseurs un petit peu. Alors déjà, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, donc on va quand même le rappeler. Donc des hyperviseurs, c'est tout simplement l'OS, d'accord, qui va nous permettre de virtualiser des VM. Donc mon serveur là, bah, vous avez vu des vidéos, des photos, des vidéos. C'est vraiment une machine, d'accord. Elle a de la RAM, un CPU, elle a tout ce qu'il faut pour tourner. Je peux installer Windows dessus et je pourrais très bien m'en servir comme PC. Cependant, là, on n'a pas envie de s'en servir comme PC vraiment comme un Windows. On a envie de s'en servir comme un espèce de un nid à VM, d'accord. Alors on pourrait très bien se dire bah, j'installe Windows et je mets VirtualBox et j'installe plein de VM dessus, mais ça serait complètement dégueulasse. En fait, ça niveau performance, c'est pas fou. Donc des gens ont designé des choses beaucoup plus bas niveau qui permettent en fait de virtualiser plein de VM et ça s'appelle un hyperviseur. Pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est quand même assez connu. Et il y en a deux principaux. Le premier, donc c'est ESXi, vSphere. Donc ça c'est énorme. C'est extrêmement connu, c'est principalement en entreprise, c'est extrêmement stable, c'est super sympa pour faire toute la partie réseau, hein, networking, c'est interactif, on peut facilement mettre, par exemple, je vais mettre cette machine dans un VLAN, ou enfin dans le même réseau par exemple, je vais pouvoir les mettre dans le même réseau très facilement en cliquant, c'est vraiment très très user friendly, donc c'est cool. Puis voilà, c'est assez stable. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La version gratuite, voilà aussi, faut pas oublier, bah, elle suffit amplement pour nous. Les limitations, je sais plus ce que c'est pour du biprocesseur, donc si vous avez 2 procos, faut payer. Et aussi, si vous avez trop de RAM, je crois... Ah non, pour avoir accès à l'API, ouais, j'aurais dû prendre des notes là-dessus, j'ai oublié. Si vous voulez taper dans l'API vSphere, et bah il faut payer, voilà, c'est comme ça. Donc c'est pas plus mal, hein, c'est pas con comme licensing, parce que si vous voulez faire du Terraform, alors ceux qui savent pas ce que c'est ou des choses comme ça, c'est pour déployer une infrastructure en 1 seconde par exemple. Bah, vous configurez votre infrastructure en la codant, vous appuyez par exemple sur, je sais pas moi, send par exemple, c'est un script, il va aller taper l'API, et enfin Terraform c'est ce qu'il fait, il va aller taper l'API par exemple... vSphere, et il va générer toute l'infrastructure pour vous en 2 secondes, parce que là vous allez voir que c'est fastidieux, on va créer VM par VM ensemble, ça va prendre du temps et on va les setup à chaque fois, donc voilà. Et ça a plein d'avantages comme des avantages, mais c'est quand même un gain de temps énorme. Ça a tendance à vraiment venir enfin pas bouleverser, mais être vraiment très très présent en entreprise, toutes ces choses là, c'est de l'infrastructure as a code en fait, vous codez votre infrastructure, c'est super stylé, voilà, pour ceux qui connaissent pas. Et de l'autre côté, donc là je vous ai donné un peu tous les trucs cool, je vais vous montrer Proxmox. Donc Proxmox, bah, c'est pas très stable, c'est gratuit aussi, c'est open source, contrairement à vSphere.
Ok. Mais alors, c'est pas très stable, oui et non. C'est pas très stable parce qu'on peut bidouiller en fait. Voilà, vous allez comprendre là où je veux en venir. En fait, vSphere, ici ce gros truc qui fonctionne très bien, qui est très présent dans l'entreprise, ça va être un peu l'espèce de Apple. Voilà, ça va être un Apple, ça va être un OS X en fait. Et Proxmox, ça va être un peu, ouais, je dirais Windows quoi. Enfin, peut-être pas Windows, plus Linux quoi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un système d'exploitation qui va être très fermé, propriétaire, d'accord? Vous ne pourrez pas le modifier, très peu du moins, ce qui va apporter de la stabilité. N'importe qui ne pourra pas modifier des drivers kernel, des choses comme ça, ne pourra pas modifier le kernel, ne pourra pas modifier ce qu'il veut. Donc évidemment, bah, ça apporte énormément de stabilité. Mais vous pouvez pas bidouiller quoi, donc c'est un peu chiant. Nous on n'aime pas trop ça. De l'autre côté, vous avez quelque chose de complètement open source, vous pouvez tout péter. Bah, du coup, vous pouvez avoir des kernels paniques au redémarrage quand vous touchez un peu à des trucs un peu touchy. Vous voyez où je veux en venir. Donc c'est à la fois, c'est à double tranchant quoi. Pour nous on aime bien bidouiller donc c'est cool. Parfois par contre on va tout péter donc ça fout les boules quoi. Faut passer plusieurs heures sur des forums à essayer de comprendre pourquoi ça a fait ci, ça a fait ça. Donc c'est extrêmement complexe mais c'est vraiment très instructif. Voilà. Du coup pour la vidéo vous l'imaginez bien, bah du coup on part sur du Proxmox. J'ai longtemps hésité, j'ai vraiment fait les deux. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, hein, bah, ils ont dû le voir, hein, j'ai migré pendant le confinement de vSphere vers Proxmox. Et c'est vrai que je préfère quand même Proxmox. C'est installé sur une vraie Debian, donc on peut installer nos propres paquets. C'est pas très conseillé parce que plus vous installez de paquets, moins vous avez de stabilité, évidemment, parce que voilà, la machine, elle est designée pour, elle est templatée pour héberger des VM, des choses comme ça, donc ça c'est touchy. Si vous commencez à installer des trucs un peu bizarres, vous bougez un peu le kernel, bah, quand vous allez installer des choses, des add-ons, des trucs comme ça, bah, ça va tout casser. Mais bon, voilà, c'est sur une Debian, j'ai oublié de le préciser, mais c'est super stylé. L'autre vSphere, j'ai oublié de le dire aussi, mais c'est très c'est fermé, vous n'avez même pas le droit de faire un ls par exemple. C'est, je sais pas comment dire ça, il y a une espèce de wrapper en fait sur la machine qui fait que tout simplement toutes les commandes elles ont été rebindées, il y a des alias de tout, et donc vous avez que quelques commandes qui sont propriétaires à la doc de SXI. Donc c'est très fermé, mais ça marche très bien. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour pour ce premier épisode, peut-être parler un peu de l'infra pour terminer, vraiment, même si on en a parlé un petit peu. Et voilà. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on va virtualiser. Donc ce que vous voyez là à l'écran là, donc je sais pas où on voit ma souris, ouais. Tout ça, ça va être virtualisé. Tout ça jusqu'ici évidemment. Hein. Ici c'est le routeur 4G. Parce que voilà, je suis remonté chez mes parents, donc on n'a pas de. J'ai pas une très bonne ADSL. D'ailleurs pour ceux, voilà, je suis là pour donner des tricks et des petites astuces. Si vous avez une mauvaise ADSL, n'hésitez pas à regarder du côté de la 4G. Vous pouvez avoir des résultats qui vous sont totalement surprenants. J'arrive à des résultats proches de fibre optique 100 mégas. Enfin bref. Donc on va virtualiser tout ça. Donc voilà, donc on aura deux principales zones, d'accord. Donc une zone vraiment pour administrer, d'accord, qui va être la safe zone. Voilà, comme son nom s'indique, ça va être une zone safe. On va tout simplement pouvoir faire nos recherches tranquillou. Il n'y aura pas de souci de sécurité normalement, ok. Je pourrais très bien interroger les machines. J'aurai un GitLab ou un Nexus, d'accord, qui comportera quoi? Un malware repo. Alors, vous allez me dire, attendez quoi dans la safe zone, un malware repo? Ah, c'est vrai que c'est pas très malin, donc évidemment on zippera avec un mot de passe les fichiers malveillants. Et on viendra les déposer pour avoir une espèce d'arborescence de fichiers malveillants pour s'en servir quand on a envie de reverse un malware ou des choses comme ça. On aura évidemment la base de données ELK qui va, elle va servir à quoi? Alors c'est quoi ça? C'est vrai que j'en parle, en fait, je me rends compte que je parle de certaines choses alors que parce que je les ai déjà vues, mais alors que c'est pas évident, enfin pas tout le monde connaît. Alors ELK c'est une base de données, d'accord? Enfin ELK, Elastic. En fait le E c'est Elastic, le L c'est Logstash et le K c'est Kibana. Donc c'est une suite, d'accord? C'est une espèce de suite de logiciels qui permettent de logiciels entre guillemets qui vont permettre de tout simplement d'avoir un truc joli pour pouvoir naviguer dans les bases de données, d'accord, et récupérer des données. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. Je vous invite à aller juste regarder quelques minutes sur Wikipédia ou des trucs comme ça, des schémas, vous allez vite essayer de comprendre, c'est vraiment cool. On va pouvoir donner toutes les données de tout et on va pouvoir ensuite les traiter et faire des jolis graphes. Par exemple, un truc que j'ai oublié de mettre sur la malware zone que j'avais mis avant, c'était un honeypot juste ici. Voilà. D'ailleurs, je remercie Fumiko, Aixin, un peu tous les gens du Discord. Voilà, quand on discute et compagnie, c'est toujours sympa d'avoir des gens qui vous filent des coups de main. Donc, on va mettre tout simplement un honeypot, comme on avait conseillé ici. Volontairement,
pour se repoutrer, je vais exposer des ports sur mon firewall et volontairement des gens vont venir la déglinguer. Ils vont se connecter dessus, ils vont faire n'importe quoi et nous on va juste récupérer les binaires, les malwares, ce qu'ils font pour regarder un peu ce qui se passe. On peut donc, alors là vous allez me dire mais c'est quoi le rapport avec une base de données? Et ben en fait on peut corréler toutes les IP qui tapent sur le firewall malveillante, d'accord, les mettre dans ELK, parce que du coup on va dire le firewall, on va lui envoyer tout ce qu'il enregistre, tous ces logs, ouais, vraiment, on va les envoyer là-dedans. Et grâce à ça, on va pouvoir par exemple avoir toutes les IP qui m'attaquent et on va pouvoir faire par exemple une map de threat hunting. Donc c'est super stylé, on va pouvoir dire par exemple il y a ce pays qui me déglingue le plus, souvent c'est la Russie, la Chine ou les US, voilà, c'est les gros pays, et on va pouvoir voir que c'est lui. On va pouvoir après ensuite affiner notre recherche, par exemple dire quel pays m'a plus poutré sur le port par exemple 443, voilà, qui c'est qui a tenté de faire ou qui c'est qui a tenté d'utiliser cette vulnérabilité. Donc on va pouvoir ensuite affiner ma recherche, dire voilà, j'ai une RCE par exemple, une CVE, je sais pas moi, sur un framework typiquement Telerik, parce que voilà, le gouvernement australien s'est fait déglinguer par ça. Ou pour Citrix par exemple, voilà, je parle du Citrix Gate, vous vous souvenez de cette vulnérabilité là, 19780 là, qui avait fait déglinguer des load balancers, il y avait une RCE dedans, et on peut tout simplement, si on a les bons patterns, on peut matcher là-dessus et savoir quel pays a tenté ça, quelles heures, est-ce que c'est des machines, voilà, et on peut s'amuser un peu à faire ce qu'on appelle du threat hunting, savoir qui c'est qui nous attaque, des choses comme ça. C'est très très intéressant et on peut, évidemment, voilà, je vous parle de threat hunting juste pour les logs du firewall, on peut évidemment corréler les logs de notre malware zone aussi, d'accord, quand on va exécuter des malwares. Voilà, on va donc récupérer toutes les logs, c'est très important, et toute cette zone-là, normalement, elle sera protégée, voilà, il n'y aura pas de malware qui va se promener. Putain, déjà 22 minutes, on va passer la première. Et donc maintenant, attention, il ne nous reste que ça à présenter, c'est la malware zone, d'accord. La malware zone, ça va être très rapide. On aura donc deux machines, d'accord, qui vont nous permettre de faire de la post-analyse, d'accord. Donc une Flare VM qui va être principalement dédiée pour du Windows, et une machine donc Tsurugi. Alors ça, j'ai pas encore essayé, je l'ai vraiment mis sur le schéma, c'est tout nouveau. Voilà, c'est tout nouveau, je l'ai vu sur, je l'ai écouté, entendu sur No Limit Sécu, et je l'avais vu un peu traîner sur Twitter. Ça a l'air d'être pas dégueu, c'est un OS donc qui est dédié pour faire de la réponse sur incident et de l'analyse de malware Unix, d'accord. Donc elle a tout à fait sa place ici, parce que celle-là c'est pour du Windows, elle c'est pour du Unix. Et Kuko, voilà. Kuko qui est une des vidéos qu'on a vues auparavant sur la chaîne, elle apparaîtra en haut à droite si vous ne savez pas ce que c'est. Voilà, c'est super intéressant. C'est un analyseur de malware de manière automatique. Voilà, super intéressant. Avec, voilà, encore une petite infra en dessous. Hein. Donc le Kuko, lui, il a une infra dans une infra. Hein. Le Kuko est dans l'infra, il a une infra à lui qui lui appartient. Il a une partie web pour pouvoir l'interroger et une partie où on exécute les malwares. C'est une CentOS qui est dessus. On voit les logos, hein. J'ai mis les logos, c'est des vrais logos. Enfin, c'est des vrais logos, c'est ce qui est vraiment sur la machine qui sera plutôt du coup. Là, ça sera de la Debian, là, c'est de la CentOS, de la Debian et là du Windows. Et donc Kuko, donc c'est une CentOS, mais elle a un VirtualBox dessus. Et les malwares qu'on peut analyser, c'est que malheureusement pour l'instant du Windows. Peut-être qu'ils feront une partie, ou peut-être que je suis un peu largué aussi, hein, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dedans. Peut-être qu'ils ont fait une partie Unix, qu'on sera très content de setup. C'est assez fastidieux et compliqué à setup correctement, donc on va bien se casser les dents dessus, ça va être un peu chiant. Voilà. Évidemment, vous avez les IP ici, les subnets, hein, d'accord, partout. Donc là, on voit, quand je vois pour un point 100, point 200, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que c'est 172.16.0.200 par exemple, pour cette machine-là. Voilà, et compagnie, donc, et la passerelle, donc le firewall qui sera virtualisé aussi, donc c'est un OpenSense. Je ne sais pas si vous connaissez cette technologie qui descend de... C'est un fork de pfSense. Voilà, si vous ne connaissez pas non plus, c'est pas très grave. Ce sont des firewalls open source, mais c'est super joli. Enfin, en tout cas pour OpenSense, c'est super joli. Et c'est très sympa, c'est très pratique. Vous le montez sur une VM et vous avez un firewall. Voilà. Voilà, évidemment j'essaierai de vous montrer des images au fur et à mesure qu'on avancera. Je sais pas par contre comme le deuxième épisode ce que ça sera. Le deuxième épisode, je suis con, ça va être l'installation de l'hyperviseur et peut-être l'installation des premières VM. Là la vidéo touche à sa fin. Si vous avez d'éventuelles questions, donc j'étais extrêmement fatigué, pourtant il est que 22h56, c'est vrai que je bosse pas mal en ce moment. Je vais vraiment aller au bout de cette série, donc j'espère qu'elle vous plaira vraiment. Dites-moi tout de suite dans les commentaires s'il y a des choses qui ne vont pas, si je parle trop vite, si le micro est de mauvaise qualité.
Enfin, je pense qu'il y a des trucs négatifs, peut-être qu'il y a des trucs qui seront positifs, peut-être que j'ai des choses que j'ai oubliées, peut-être des choses que je n'ai pas assez détaillées. Typiquement, il y a un truc qui vous a intéressé, bon, de toute façon, après, on va essayer de revenir, donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais le plan de la série, ça va être de revenir un peu partout sur chaque élément clé du Home Lab, d'accord? Donc voilà, on va essayer de revenir sur chaque élément. Donc par exemple, on fera peut-être une vidéo dédiée, c'est sûr. Bah, la Malware Zone, il y aura peut-être même plusieurs vidéos dedans parce qu'il y a la QCO et tout, donc ça sera peut-être 2 ou 3 vidéos. Le firewall sera une vidéo à part entière parce qu'il faut faire toute la gestion des flux, l'installation du firewall aussi. Donc voilà, ça va être très... je pense que ça va être assez long, ça va être sympa. Donc voilà, donc si vous avez d'éventuelles infos, je prends, je vous l'ai dit. Et moi je vais aller boire ma verveine et je vais vous laisser. C'était Ethnical, ciao tout le monde.